Bien, merci pour nous avoir rejoints pendant cette petite pastille et ce moment. Donc on va parler maintenant d'une autre solution et on va parler d'un autre virus que le virus coronavirus, les virus informatiques qui sont venus un peu bouleverser l'organisation et l'activité des hôpitaux l'année dernière. On va vous en dire quelques mots. Il nous semblait intéressant de positionner cette problématique un peu en amont et donc de pouvoir de la sorte construire une nouvelle solution face aux attaques de cybersécurité. Pour ce faire, on va vous parler aussi d'une structure qui n'est pas exactement une IHA, mais qui est la petite sœur d'une IHA, qui s'appelle Centrale de l'achat informatique hospitalière, CIH, et qui a été créée il y a maintenant un peu moins d'une dizaine d'années avec des partenaires que sont la FEAP, le groupement des achats mutualistes, l'établissement français du sang, d'autres hôpitaux, Unicancer. Et donc l'ensemble des acteurs de la santé ont décidé et ont souhaité reconstituer en quelque sorte un pôle d'expertise et d'innovation dans les achats liés à l'informatique. Alors évidemment les logiciels, évidemment les matériels, et vous verrez qu'il y a eu aussi des propositions qui sont faites en matière de prestations intellectuelles et d'innovation. Donc à ce titre, on va vous présenter un petit sujet qui parle de cybersécurité et puis après nous lancerons le débat avec nos intervenants que je vous présenterai à la suite. Vidéo, s'il vous plaît. Où est-ce qu'il est ? Lorsque vous utilisez un ordinateur à l'hôpital, vous ne vous connectez pas seulement à un ordinateur. Vous vous connectez au système d'information de l'hôpital. Et ce système d'information fait partie d'un réseau plus large, intégrant d'autres établissements et des partenaires. Utiliser votre ordinateur sur le réseau de l'hôpital, ce n'est pas comme à la maison. Lorsque vous vous connectez, les menaces sont partout et invisibles. Si elles se propagent sur le réseau, votre patient ne passera pas son scanner. Le chirurgien n'aura pas les bonnes informations pour son opération. Les informations confidentielles de votre patient seront diffusées sans contrôle. Non, vraiment, être connecté au réseau de l'hôpital, ce n'est pas comme à la maison. En protégeant les données circulant sur le système d'information, vous vous protégez vos patients. Identifiez les risques, maîtrisez les impacts, adoptez les bonnes pratiques, à votre rythme et selon vos usages. Bien, merci pour cette présentation. Donc, vous l'avez compris, c'est une vidéo qui nous a été proposée par l'un des intervenants de la matinée. On va ouvrir, avant de passer sur l'ensemble des intervenants, sur l'exposé de la problématique. Et pour ce faire, on s'est adjoint le concours de Guillaume Deratte, qui travaille au sein de CIH, mais qui est surtout responsable de la sécurité informatique au sein du CHU de Lille et du GHT de Flandre intérieure. Alors avant qu'on expose un peu la problématique et qu'on puisse caractériser un peu les modalités de cette responsabilité de sécurité, nous dire quelques mots ce qu'est le CHU de Lille, ce qu'est le GHT de Flandre intérieure, nombre d'établissements, de salariés, d'ordinateurs, enfin je ne sais quoi, de données, enfin les éléments caractéristiques de cet univers. Donc, le groupement hospitalier Lille Métropole Flandre Intérieure représente plus de 22 000 professionnels de santé qui sont répartis autour de 10 établissements, donc le CHU de Lille. Et puis, on va effectivement sur des centres hospitaliers qui vont jusqu'à la frontière belge, Roubaix, Tourcoing, ou dans la Flandre intérieure, Hazebrouck par exemple. Donc, ces 10 établissements ont en commun la prise en charge de patients et un système d'information qui s'interconnecte, qui s'ouvre, qui converge, et effectivement la modernisation de ces systèmes d'information. Donc aujourd'hui, sur ces 10 établissements, on a des DSI qui travaillent sur le système convergent, on a les systèmes d'information en place historiques, et effectivement, les problématiques sécuritaires sont importantes. Alors concrètement, il semblerait que les hôpitaux soient régulièrement attaqués par des cybercriminels, on y reviendra un peu plus tard dans la table ronde.
Concrètement, l'île a été attaquée, ça s'est traduit comment? C'est tous les jours? C'est une fois par mois? Enfin, expliquez-nous un peu comment ça se manifeste. Alors les tentatives d'intrusion ou les attaques sont quasiment quotidiennes. Là, il est clair qu'il y a plusieurs volets d'attaques. Tout d'abord, les malwares par spam, où on envoie des pourriels sur lesquels on fait croire que le mail est correct. L'objectif, c'est qu'un utilisateur clique. Et souvent, ça, c'est le cryptolocker, c'est-à-dire qu'on va verrouiller les données, on va les chiffrer et le système d'information devient inutilisable. Et puis, il y a des virus beaucoup plus sournois, beaucoup plus dangereux. On appelle ça les virus émotètes, qui étaient d'abord pris pour infiltrer les coordonnées bancaires. Et ces virus-là s'infiltrent dans les systèmes d'information de façon pernicieuse, non-voyante, et à un moment donné vont télécharger un code qui peut soit chiffrer, soit renvoyer des informations. Donc c'est quasiment quotidien et pour ça on a besoin effectivement de solutions variées pour faire face à ces attaques. À Lille, la dernière attaque significative date de 2009, mais on est vigilant et on a toujours des petites attaques localisées. D'accord. Et vous avez été confronté à l'obligation d'interrompre les soins parce qu'il y a eu des attaques. Ça vous est déjà arrivé ou... Alors, au CHU de Lille, jusqu'à présent, on a eu la chance de ne pas en être venu à cette situation-là parce qu'on a une maturité SSI qui date de plus de 10 ans. Donc, on s'est quand même outillé. Donc, on a arrêté des pans de systèmes d'information sans impact significatif sur les patients. Mais effectivement, c'est des choses qui arrivent et ça arrive indépendamment d'ailleurs du professionnalisme des équipes en place. C'est des attaques qu'on appelle 0D qui peuvent arriver et qui peuvent mettre à plat un système d'information quand bien même il est bien verrouillé. Et pour ça, on a besoin justement de s'accompagner en mode service et non pas uniquement en éléments et en dispositifs de sécurité. D'accord. Petite explication sur l'organisation des hôpitaux par rapport à la sécurité. Donc on a les DSI qui s'occupent de l'infrastructure, de l'ensemble des utilisations et des usages informatiques. Et je crois que dans les hôpitaux et dans les GHT, il y a un responsable sécurité qui doit être une personne séparée de la DSI et qui est une sorte de conseiller sécurité de la direction générale et qui doit l'orienter, la guider vers la protection maximale, optimale. Vous pouvez nous expliquer un peu comment ça fonctionne ? Voilà, donc au niveau du groupement hospitalier de Lille Métropole Flandre Intérieure, donc moi je coordonne une cellule conformité numérique avec le responsable de la sécurité du système d'information Thomas Aubin et puis un adjoint. Moi j'occupe les fonctions de délégué à la protection des données. Sur le mode de fonctionnement, tous les trois nous sommes des conseillers. Nous avons des expertises juridiques, des expertises technologiques. Nous avons également mis en place des plans de secours d'activité, des plans de reprise d'activité, de continuité d'activité. Et donc nous élaborons en fait des scénarios d'attaque, nous regardons la sécurité du système d'information et nous proposons des plans d'action de remédiation technologique, de remédiation plutôt organisationnelle, mais toujours en lien entre la direction générale et le directeur des systèmes d'information, parce que ces plans de remédiation, les dispositifs que l'on met en place, nécessitent des arbitrages métiers, des arbitrages financiers et des prises de risques résiduelles. Bien. Donc, on a vu là le volet lillois, si j'ose dire, ou nord, flandrien, on dit peut-être, voilà, Flandre, oui. De la Flandre de la sécurité. Maintenant, on va reparler de CIH. Donc, CIH, c'est construit sur des marchés de logiciels, de matériel, de serveurs. Et naturellement, CIH s'est intéressé assez rapidement à la sécurité. Pouvez nous dire un peu comment le mouvement s'est engagé et comment vous avez initié ce mouvement pour accompagner les hôpitaux sur des prestations de sécurité? Voilà, donc la CIH, c'est la filière spécialisée du NIHA avec l'ADN du NIHA qui est l'achat coopératif. Et globalement, nous avons historiquement des achats de solutions logicielles, de solutions matérielles, et on vient vite aux limites qu'un établissement peut investir en termes de sûreté de fonctionnement lorsque l'on connaît le monde du cyberhacking, qui est plutôt d'ailleurs un monde de business gris, de mafia, et pour lesquels les moyens sont disproportionnés entre les moyens qu'un établissement de façon unitaire peut mettre en place. Donc nous avons, avec le club RSSI et le club des DPO, travaillé... Attendez, le club RSSI, DPO, c'est quoi? Alors le club des RSSI, c'est l'ensemble des responsables sécurité système d'information des hôpitaux.
et les délégués à la protection des hôpitaux se réunissent globalement et on travaille de façon transversale avec l'ensemble de nos collègues pour avoir un partage des meilleures pratiques, un partage des besoins. Et sur ce partage des besoins, nous travaillons de façon collaborative à la recherche de solutions. Et ce que l'on souhaitait, c'est avoir une vision disruptive de ce qui existait sur 2 orientations majeures. L'orientation de on va maîtriser une sécurité, mais les signaux faibles, on ne sait pas les traiter. Comment on va pouvoir proposer une solution de service à forte valeur ajoutée pour les DSI, pour qu'ils puissent être épaulés d'experts sécurité parce qu'ils sont là pour construire les usages, construire la télémédecine, le système d'information partagé, mais ils ne sont pas experts en sûreté de fonctionnement. Et donc le RSSI, il doit apporter des solutions et pas que des contraintes, d'une part. Et d'autre part, comme nous avons affaire dans un monde de bisounours bienveillant où la communauté hospitalière ne perçoit pas l'aspect malveillant qui les entoure, un système de pédagogie adapté au contexte de la santé où on va expliquer qu'effectivement, même en santé, nous sommes au cœur d'attaques et qu'il faut avoir des comportements sains, des comportements sages, une hygiène de vie sécuritaire numérique pour éviter effectivement la propagation de ces virus numériques. Donc c'est les 2 axes que nous avons eus. D'accord, donc on a invité aujourd'hui 2 experts en management des bisounours, si j'ai bien compris. Voilà. Donc on va vous les présenter et puis on va leur passer leur proposer d'intervenir. Il y a donc Monsieur Buan qui représente ici, qui est directeur général de la société Advance. Voilà. Et puis Monsieur Bourrin-Deloup, qui est chef de produit chez Isfer Group, KTM Advance, je fais attention à la prononciation, donc 2 dénominations assez proches. Et donc ils interviennent l'un et l'autre selon des modalités différentes. Peut-être Monsieur Buan nous dire un peu quels sont vos domaines d'expertise, présenter l'entreprise que vous représentez aujourd'hui, comment vous intervenez dans les hôpitaux, et puis peut-être aussi compléter le descriptif de ce qui vient d'être fait sur la nature de la cybercriminalité aujourd'hui. Bien sûr. Bonjour à tous. Donc David Buan, directeur général de la société Advance. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui dans ce modèle un petit peu nouveau. Donc tout d'abord, je vais vous présenter Advance. Donc rapidement, nous, on est un expert en cybersécurité. On est le premier spécialiste français en cybersécurité, avec plus de 200 experts répartis sur 5 sites en France, pour être au plus proche, je dirais, des régions. On ne fait que de la cybersécurité, par contre, on est capable de tout faire en cybersécurité. Et donc, on accompagne nos différents clients sur toute la chaîne. Si je fais des parallèles avec la santé, on est là en prévention, pour comprendre les risques et mieux s'y préparer. Également, comme le disait Guillaume, avoir une certaine hygiène informatique pour empêcher, je dirais, les risques, les virus informatiques. Voilà, donc tout ce domaine de prévention. On est également là en détection. Donc là, on met en place des sondes. C'est un peu comme aujourd'hui avec le Covid. Vous allez vous tester pour voir si vous êtes malade. On a des sondes pour anticiper les signaux faibles et pour voir, je dirais, les propagations de virus informatiques. Et puis le troisième pan, enfin, c'est la réaction. On a des équipes de réaction à la fois pour contenir le virus quand il se propage sur un centre d'information, mais également pour envoyer le SAMU, des urgentistes, si vraiment, je dirais, l'attaque est très sévère et majeure. Voilà, donc on est sur tous ces domaines, et aujourd'hui nous intervenons sur tout type d'acteurs, privés, publics. Dans le privé, on travaille de la belle PME jusqu'au CAC 40, pour tout ce qui est industrie, banque, finance, les services en général, et on est aussi très présent dans le public, et notamment on aime beaucoup travailler pour la santé. Advance, en fait, il y a beaucoup de valeurs. Advance, ça veut dire ensemble en avance, et donc nous on va apporter notre brique à la société et aider la santé, je dirais, à faire son métier qui est de gérer le soin de patients. C'est quelque chose dont on est très très fiers. Et on est également présent dans le public sur les collectivités, les grandes villes, les grands ministères. On est par exemple aussi choisi par le ministère des Armées pour les aider sur des enjeux de protection nationale, protéger les assets de l'État. Donc voilà, j'irai pour la présentation d'Advance. Peut-être ce qu'on fait en quelques mots avec la CIH. Nous intervenons sur 2 types, je dirais, de vecteurs contractuels. Le premier, c'est le SSI 05. Nous faisons en fait de l'accompagnement cyber. En gros, nous venons aider les responsables sécurité dans les hôpitaux, les GHT et CHU,
ou les DSI, et en gros on les aide à monter leur, comprendre les risques et comprendre leur plan directeur pour aller au bon niveau, je dirais, de protection, ni trop peu. Donc ça c'est le SSI 005. Et un autre marché que j'aime beaucoup, en tout cas je trouve la CIH a été très innovant sur ce marché, c'est le SSI 360. Alors le SSI 360 en fait c'est de la sécurité opérée. C'est-à-dire quelque part, l'hôpital va nous confier tout ou partie de sa sécurité cyber. Et ça, je trouve, et donc, en gros, on est capable de gérer tout un tas de technologies de cybersécurité. Et ça, je trouve, c'est très intéressant pour le marché de la santé, parce qu'en fait, sans vouloir être arrogant, la santé, ça doit être fait par des experts. La cyber, c'est pareil. La cyber, c'est un marché extrêmement complexe. On a face à nous vraiment des attaquants très puissants, sans vouloir paraître trop sombre, et donc il faut en face de vous des experts capables de repousser ces attaques. Et donc quelque part, ce marché SSI 360, on opère la cybersécurité pour les hôpitaux en mettant à disposition les meilleures technologies, les meilleurs experts, et quelque part, on rend accessible la cybersécurité, parce que c'est quelque chose de très complexe. Donc là, quelque part, par ce biais, n'importe quel hôpital, petit ou grand, peut y avoir accès, et on le rend aussi accessible d'un point de vue prix. Parce que les tarifs négociés, et encore une fois, on est très contents parce que pour nous, la santé est un domaine stratégique, un enjeu national. En gros, il y a des prix qui sont très avantageux par rapport aux standards du marché. Donc voilà, donc pour moi, c'est un très beau marché, le marché SSI 360. Bon, écoutez, c'est extraordinaire. C'est l'entreprise qui a retenu qui fait la pub sur la modicité des prix. Donc, c'est fabuleux. Monsieur Bourrin-Deloup, alors vous intervenez sur un schéma un peu complémentaire à ce qui vient d'être présenté. Plutôt, disons, pour reprendre l'expression bisounours, l'éducation des bisounours, c'est ça? Alors ça peut être effectivement ça. Effectivement, on intervient sur l'autre volet, c'est qui est le volet humain, et qui est un maillon faible. On est un maillon faible, voilà. Nous sommes des maillons faibles. Donc le volet technologique, c'est pas notre partie, enfin en tout cas au niveau d'Advance. On va plutôt essayer de travailler sur la formation et la sensibilisation, comme ça a été précédemment évoqué. Alors, qui nous sommes en quelques mots? KTM Advance fait partie d'un groupe effectivement qui s'appelle iSphere. Ce groupe est en fait spécialisé depuis de nombreuses années, reconnu comme un éditeur majeur sur la formation numérique. Alors, il y a deux filiales. L'une est orientée véritablement vers le monde de l'éducation. Donc, c'est tout ce qu'on entend actuellement avec le Covid, où on a été très engagé sur ce volet-là. Et puis, sur la partie professionnelle, c'est KTM Advance, depuis de nombreuses années. Ce qui explique notre histoire commune avec UniHA depuis 2012, je crois à peu près. D'accord. Voilà, concrètement, ça se traduit comment Alors concrètement, nous on intervient sur deux domaines. Un, en tant que fournisseur, éditeur de contenu. Donc ça va du micro-learning, des petites capsules de e-learning, jusqu'à la VR en passant par le Serious Game. La VR, c'est, pardon? Réalité virtuelle, pardon. On se laisse aller à nos vocables. On a un autre métier d'éditeur, de plateforme pour porter ces sujets-là, parce que c'est bien d'avoir les contenus. C'est mieux si on a aussi le contenant pour pouvoir porter ça. Et surtout l'intégrer dans une vision véritablement d'accompagnement, mais on y reviendra. C'est par exemple la vidéo qu'on a vue tout à l'heure. Alors voilà, c'est ça, c'est se dire, on n'est pas là juste pour pousser de la connaissance ou pousser du quiz. Ça peut être utile, mais pris comme ça va être trop court. Donc c'est plus d'être en capacité d'avoir une vue d'ensemble. Enfin, nous, c'est notre rapport qu'on doit présenter. C'est celle de pouvoir dire, on traite là de l'humain, on traite de la transformation, quoi, quelque part. Donc, c'est pas une mince affaire. Donc, il y a deux compétences au sein de l'entreprise. C'est celle technologique pour pouvoir construire tout ça, hein, des capsules de contenu pédagogique. Et puis, justement, ce levier pédagogie où on a des ingénieurs et concepteurs qui sont là pour nous aider, parce qu'on produit dans des formats catalogues, hein, on a des solutions déjà clés en main pour pouvoir aller vite pour nos clients, mais on a surtout tout un travail sur la production de sur-mesure avec nos clients, et nos experts sont là pour accompagner nos clients sur ce sujet-là. On y reviendra. Guillaume Deratte, donc vous, à Lille ou dans le GHT,
vous avez mis en place ces outils. Est-ce que, par exemple, tous les soignants, tous les professionnels de santé du CHU de Lille ont obligation de passer par une séquence de formation? Est-ce qu'ils ont eu de la sensibilisation? Est-ce qu'on fait des quiz? Pouvez nous expliquer concrètement comment ça se déploie? Donc au niveau du CHU de Lille, on a effectivement ce module de e-learning qui a un intérêt majeur pour nous, c'est qu'il a été réalisé avec des experts sécurité et des spécialistes santé. Donc c'est important, le message est porté au bon niveau. Nous le réalisons avec une mise à disposition aujourd'hui sur la base du volontariat. Il n'y a pas encore un permis d'accès au système d'information. C'est sur quoi, en tant que RSSI, on tente. Ça existe dans des entreprises, les Dans permis certaines d'accès? entreprises, effectivement, ça existe. C'est-à-dire qu'à un certain moment, on peut se dire la sûreté de fonctionnement est tellement majeure pour un établissement qu'avant qu'une personne puisse avoir ses comptes taxés, eh bien, on lui impose de passer avec succès les modules de e-learning qui vont l'apprendre et en même temps évaluer la bonne pédagogie et la bonne acquisition de compétences. Alors aujourd'hui, on n'en est pas là. On est toujours dans un mode plutôt proactif. Et puis, nous travaillons également avec la direction qualité, risque, vigilance. Lorsqu'ils font les semaines de la sécurité patient, on intervient en présentiel en complément de ces plateformes-là. D'accord. Change un peu de sujet. Quand on a préparé cette discussion, vous m'avez dit l'épisode du coronavirus est synonyme d'accélération des attaques. Alors, ça m'a paru un peu curieux. Vous pouvez peut-être, on va repartir peut-être de cette modalité parce que c'est quand même singulier. Tout à fait. Alors, il y a deux phénomènes qui se conjuguent et qui rendent le risque encore plus fort. Déjà, alors, quelque chose d'assez incroyable, en tout cas pour ceux qui ne connaissent pas le secteur, ce qu'il faut voir, c'est que malheureusement, la filière cybercriminelle est en train de s'industrialiser et de se professionnaliser. Ça devient un business. Donc, en gros, il y a une segmentation de la chaîne d'attaque. Il y a des groupements qui sont focalisés sur préparer les outils d'attaque, d'autres qui sont focalisés pour aller récupérer, je dirais, des informations pour faciliter l'attaque. Et enfin, il y a les attaquants. Ce qui est incroyable, comme c'est un business très rentable, on parle de milliards d'euros, c'est pas des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros, c'est des milliards d'euros global. En fait, il y a même des investisseurs. Voilà, donc ça se structure. Et en face de ça, il y a les attaquants. En fait, c'est quoi? C'est des États, type la Corée du Nord, qui récupèrent un peu de devises via ce biais. Il y a des mafias. Et puis on trouve aussi des plus petits acteurs, voire des amateurs qui se prêtent au jeu. Et pour être honnête aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile d'attaquer que de défendre. Parce qu'en fait, pour attaquer, il suffit de trouver une faille, alors que défendre, il faut tout protéger. Donc voilà, donc on a d'un côté cette professionnalisation de la filière d'attaque, et qui attaque tout le monde. D'ailleurs, il y a une croissance exponentielle. L'ANSSI a publié un rapport là, sur le premier semestre 2020. On a déjà 2 fois plus d'attaques réussies que celles qui ont eu lieu en 2019 sur toute l'année. Donc en gros, si ça continue à ce rythme, c'est déjà... Uniquement dans le secteur de la santé ou tout secteur d'activité? Alors là, c'est tout secteur confondu. Après, la santé n'est pas épargnée. Malheureusement, il y a des choses qui sont confidentielles, mais on peut citer par exemple le cas du CHU de Rouen, qui est arrivé fin d'année dernière. Et pendant plusieurs semaines, en gros, le système d'information du CHU a été à l'arrêt. Et quelque part, malheureusement, ils ont dû revenir au papier au crayon. Donc, ils ont réussi à surpasser l'épreuve. Mais je pense que c'était extrêmement compliqué pour eux. Je ne sais pas si vous avez échangé avec Guillaume. Et en tout cas, moi, ce qui m'inquiète, c'est comment en plus le digital vient de plus en plus fort dans la santé. Notamment, on parle de biomédical, on parle de télémédecine, on parle de tous ces sujets qui apportent une vraie valeur pour rendre le soin et le rendre plus efficace. Il ne faut surtout pas oublier la partie cyber, parce que demain, ça ne sera pas seulement l'efficacité qu'on mettra en jeu, mais potentiellement la vie de patients. Voilà, donc ça, c'est le premier point. Une filière cybercriminelle qui attaque tout le monde, la santé n'est pas épargnée. Le deuxième, donc là, c'est votre point sur le coronavirus. En fait, les attaquants, c'est des gens qui cherchent aujourd'hui un retour sur investissement. Et ils utilisent un peu tout ce qui est bon pour attaquer. Et quelque part, le coronavirus a eu un double effet. D'abord, il a mis sous forte tension les entreprises, évidemment la santé, mais pas que. Mais bon, ça, vous êtes bien placé pour le savoir, ça a été extrêmement compliqué les mois passés. Malheureusement, on n'est pas encore sorti, je dirais, de cette crise sanitaire. Et aussi, du coup, il y a eu beaucoup de personnes en télétravail pour avoir la distanciation sociale. Et du coup, quelque part, on a vu plusieurs choses. On a vu d'abord des campagnes de tentatives d'hameçonnage par email. Donc, il y a eu une recrudescence post-confinement. Il y a eu un x3, x4 du nombre de tentatives où, en gros, vous recevez un email soi-disant pour donner de l'information Covid. Et en fait, le risque, c'est que la personne non avertie clique et quelque part, ça installe des choses qui peuvent se déclencher
ou encore pire, qui peuvent s'installer en mode dormant et qui se réveillent plus tard. Et puis après, donc il y a une première phase, je dirais, de beaucoup de tentatives d'email. Et depuis, on voit là depuis les 2 derniers mois, il y a une accélération incroyable sur tous les domaines. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple très concret qu'on vit, aujourd'hui, via le marché CIH, on supervise la protection des postes clients et serveurs d'environ 45 hôpitaux en France. Donc ça représente à ce stade une 50aine de milliers de postes et on est en train de déployer d'ici la fin de l'année, on fera entre 100 000 et 150 000 postes. À ce stade, au moment où je vous parle, on a 5 attaques en cours qu'on est en train de repousser. Vous parliez tout à l'heure d'Emotet. Voilà. Emotet, c'est quoi? C'est un virus polymorphique, c'est-à-dire qui s'adapte. Et en fait, comme il s'adapte, les anciennes solutions, les antivirus classiques, ne sont plus à même de les attraper. Donc, il faut des nouvelles façons de faire. Et donc, ça, avec nos technologies, avec nos expertises, voilà, on est capable de mieux les détecter, mieux les repousser. Et donc, voilà, très concrètement, à la fois la professionnalisation de la cybercriminalité et l'épisode Covid a fortement augmenté le risque sur la santé. D'accord. On a évoqué tout à l'heure les personnes qui étaient à votre place il y a quelques minutes. On présentait une nouvelle forme d'organisation du territoire de santé avec des modes collaboratifs, des plateformes déportées, des acteurs qui rentrent dans le système, qui se connectent, qui donnent des informations, qui viennent en chercher. Comment on a vu avec Guillaume Derat les actions que pouvait mettre un hôpital vis-à-vis de son personnel. Comment on pourrait imaginer une éducation à la sécurité, cybersécurité de tout l'écosystème hospitalier? Et l'écosystème hospitalier, ce sont les gens qui nous écoutent, qui vendent du matériel biomédical, par exemple, ceux qui étaient là tout à l'heure. Ça peut être les patients qui viennent prendre un rendez-vous. Ça peut être des correspondants médicaux ou soignants. Enfin, comment on pourrait imaginer de traiter tout cet écosystème qui est très varié et qui est de plus en plus vaste? Alors, effectivement, on le voyait là à l'instant, l'enjeu, souvent les attaques, la porte la plus facile, spontanément, c'est effectivement l'individu, c'est le personnel soignant, c'est le personnel administratif d'un hôpital. Ça, ils l'ont bien compris, les cybercriminels. Là où ils deviennent encore plus malins, c'est quand ils s'attaquent finalement par le système du cheval de Troie. Et là, effectivement, ça devient l'écosystème qui est en jeu. Alors, on travaille actuellement, justement, entre autres avec Guillaume et puis quelques RSSI de grands hôpitaux, sur justement la formation sur de nouvelles thématiques, et celui en particulier du sécurité by design. Je trouve le sujet extrêmement intéressant parce que ça replace en fait un certain nombre d'acteurs des hôpitaux qui sont tout à fait enthousiastes à lancer intégrer des nouveaux produits digitaux, de services, et là ça va dans tous les domaines, il y a des tas d'offres qui existent. Et malheureusement, est oubliée la question de la sécurité ou de la protection des données. Et là, c'est cata, parce que effectivement, c'est pas anticipé. Un tiers extérieur qui vient presque de bonne foi, des fois, proposer sa solution, elle n'est pas correctement paramétrée. Et là, c'est finalement l'écosystème qui vient polluer l'établissement qui, au départ, avait fait ce qu'il fallait bien, ce qu'il fallait. Donc, c'est une formation de l'ensemble. Alors, bien évidemment, pour ces acteurs-là, de ceux qui sont ouverts vers l'extérieur, vers les tiers, il faut qu'ils soient sensibilisés. Vous faites quelque chose, vous intégrez. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je suis en conformité? Et là, il y a des acteurs dans les hôpitaux qui sont là pour leur répondre et les aider. C'est les RSSI et les DPO. Et effectivement, je crois qu'il y a une responsabilité de l'ensemble des acteurs tiers. Je viens vendre quelque chose dans un hôpital, tant qu'à faire, je ne préférerais pas que ce soit plein de virus pour si je suis hospitalisé. Là, c'est pareil, il ne faudra pas qu'il y ait plein de virus parce que c'est mes données à moi, à la limite, qui seront aussi partagées. Est-ce que vous avez des exemples dans d'autres secteurs d'activité que la santé ou même dans la santé de ce que vous appelez le security by design? Il y a des cahiers des charges, il y a des protocoles. Vous pouvez nous expliquer concrètement comment ça se traduit? Alors, dans le principe, en fait, c'est qu'il y a un certain nombre d'éléments clés, et là, je vais laisser après les spécialistes réintervenir, mais on connaît en fait aujourd'hui le montage d'un achat, c'est un cahier des charges. Dans ce cahier des charges, on met des tas de fonctionnalités, on est extrêmement exigeant sur ces choses-là, par exemple. Et puis, ce volet sécurité
il y a des certain nombre de paramètres, et là je ne me permettrai pas d'intervenir, Guillaume complétera, mais effectivement qui doivent être validés. Voilà. Donc, Monsieur Buan, vous vouliez... Oui, je voulais juste témoigner, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, l'attaque par les sous-traitants, par les équipements, c'est encore peu fréquent dans la santé. Maintenant, ça va venir. Sachez que c'est déjà le cas dans tout un tas d'autres industries qu'on sert. Les sous-traitants et les équipements sont souvent un axe privilégié d'attaque. Donc ça va venir dans la santé. Maintenant, voilà, c'est pas une fatalité, on peut lutter contre ça. Donc il y a la partie sensibilisation, évidemment, qu'il faut faire aux équipementiers, mais aussi jusqu'aux patients. Et après, ce qu'il faut, il y a deux aspects. Il faut effectivement que les lanceurs d'achat, entre guillemets, imposent certaines règles pour voilà, s'assurer que la cybersécurité n'est pas oubliée. Et pour les équipementiers, ou les sous-traitants de manière générale en télétravail, je vous recommande de vous approcher d'experts en cyber pour vous accompagner. C'est pareil, notre retour d'expérience sur d'autres domaines, plutôt c'est pris en amont, mieux c'est aussi pour vous, parce que déjà, se corriger en amont, et c'est l'intérêt de la sécurité by design, coûte beaucoup moins cher que corriger après coup. Parce qu'une fois que c'est déployé, corriger, ça coûte excessivement cher. Et tous les équipementiers, hein, c'est-à-dire les ascenseurs, la gestion du chauffage. Et absolument. Tout, et un exemple qu'on a partagé avec Guillaume quand on travaillait justement sur ce sujet-là, hein, pour mettre le contenu dans notre formation. Je crois même, peut-être que Guillaume, c'était un exemple proposé par Guillaume, un laboratoire d'imagerie médicale qui est connecté avec l'hôpital va partager des données. Si lui-même n'est pas bien sécurisé au niveau de ses accès, etc., il peut contaminer l'hôpital. Je vais vous donner deux exemples publics, on ne peut pas communiquer sur ce qui n'est pas public. En gros, aux États-Unis, il y a eu 2-3 ans une attaque d'un très grand casino, et ils sont rentrés par un aquarium connecté. Donc il y avait un aquarium, un module qui permettait de voir si le poisson était bien, et par rebond, les attaquants ont pu détruire et voler beaucoup d'argent à ce casino. Autre exemple récent, Airbus a subi des attaques l'an dernier. Et en gros, voilà, a priori, c'est passé par des sous-traitants, pourtant des grosses sociétés, hein, pas des petits acteurs du coin. Donc voilà, nul n'est à l'abri, il faut vraiment réfléchir globalement. Voilà, alors cette réflexion globale, effectivement, elle est aussi portée par les achats et par les prescripteurs. Hein. Il faut savoir qu'effectivement, les centrales d'achat UniAchat, CIH accompagnent ses adhérents à travers un catalogue de services autour de la sécurité des systèmes d'information, mais surtout avec un niveau de sécurité exigé pour tout ce qui est essentiel en matière de numérique. Et ça, c'est important parce que nous avons des notions de plan d'assurance sécurité, de plan d'assurance qualité, d'homologation. Et ça, c'est important aussi à partager avec les décideurs parce qu'effectivement, à un moment donné, on ne peut pas toujours être dans du cost killing, mais il faut trouver la solution la plus pertinente à nos besoins. Et en matière de santé, il est essentiel de prendre des solutions qui sont compatibles avec la sûreté de fonctionnement attendue de nos patients, d'une part, et pour celles qui ne le sont pas, de les compléter avec les solutions proactives que nous pouvons ajouter. Et ça, c'est important. D'accord. Monsieur le directeur général, je ne sais pas si Nice a été déjà l'objet d'attaque, très probablement. Comment vous arrivez à intégrer cette question de la cybersécurité dans la multitude de sujets que vous avez à traiter ? Comment elle est positionnée, comment vous arrivez à sensibiliser vos équipes, quel écho rencontre cette présentation qui vient de nous être faite? Alors c'est assez clair que c'est un sujet de préoccupation devenu absolument majeur, alors pour deux raisons principales. D'abord parce que ça nuit très profondément au fonctionnement normal, voire vital de l'hôpital quand ça dysfonctionne. Vous l'avez réindiqué. Alors les attaques de déni de service sur les mails, ça va. Quand on commence à s'attaquer à notre EAI et qu'on n'a plus rien qui fonctionne avec rien d'autre, bah là ça se complique. Et quand le dossier patient informatisé est indisponible, là ça devient impossible de travailler, ou le PACS pour accéder aux images et autres. Ça c'est le premier niveau, c'est le niveau de criticité ou de risques majeurs qu'on encourt en tant que responsable hospitalier pour le bon fonctionnement de l'hôpital, et ensuite une nécessité puisque en tant que décideur hospitalier ou directeur d'hôpital, on passe notre temps à demander à ce qu'on ouvre les systèmes, à ce que tout le monde puisse accéder à tout depuis n'importe où, avec un niveau de facilité, de transparence pour les utilisateurs et en se plaçant
du côté de l'expérience utilisateur qui est une volonté extrêmement forte pour un très grand nombre de professionnels. On a parlé du Covid. En termes de télétravail, ça a été un changement majeur à l'hôpital. On est passé, pour ce qui nous concerne, de 50 licences de télétravail à plus de 1500 en 5 ou 6 jours. Donc vous imaginez que le niveau de la robustesse de la sécurité de l'ensemble était sans doute un peu perfectible. Enfin, je le sais, je peux le dire maintenant, puisqu'on est en train de passer à un nouveau système qui est, lui, beaucoup plus sécurisé. Mais on a utilisé, pour des raisons de continuité de service, des modalités de fonctionnement qui feraient monter au plafond nos intervenants, puisqu'il s'agit de recopie d'écran, etc. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais c'est pas ce qu'on fait de plus sécure. Mais pour autant, on a été obligé de le faire et on l'a fait en mode crise. Quand on sort du mode crise, et pour revenir sur des choses plus structurelles ou structurantes, il est évident qu'il y a un enjeu de communication et d'interopérabilité de notre système au sein du GHT, mais au-delà, qui nous a obligés à réfléchir différemment et donc à prendre en compte le risque que nous prenons versus le problème que nous avons à ne pas suffisamment ouvrir nos données ou à ne pas échanger avec les autres. Donc ça veut dire que moi, le driver, c'est l'ouverture, il faut ouvrir aux établissements, aux professionnels, sans doute demain et rapidement aux patients qui le demandent et qui l'exigent, et en même temps gérer cette contrainte ou ce paradoxe qui est que il doit y avoir 10 000 ou 15 000 objets biomédicaux au CHU de Nice. Je pense qu'il y en a entre 60 et 80% qui ont une ligne de maintenance quelque part, et il y en a sans doute la moitié de ces lignes qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît insuffisamment pour des raisons de praticité, puisque quand on parle avec les ingénieurs biomédicaux notamment, on va pouvoir chanter le premier niveau de maintenance parce qu'il y a une télémaintenance qui est réalisée et que ces appareils se réparent ou se corrigent tout seuls, et que ça, c'est aussi notre quotidien. Donc on est vraiment tiraillé entre les deux. Je dois dire que les expériences de Rouen ou d'autres nous ont aussi bien techniqué sur l'intérêt qu'il y avait à prendre ce sujet au plus haut niveau. Les directeurs généraux de CHU ont été briefés par les responsables de l'ANSSI en conférence des DG, ce qui n'était jamais arrivé, sur l'intérêt que nous-mêmes nous soyons directement sensibilisés à ces sujets. Et je crois que tous les responsables hospitaliers ont compris qu'il fallait, surtout pas, c'est pas le mot, mais il ne fallait pas laisser ça au RSSI ou au DSI d'établissement, mais qu'il le prendre à un niveau supérieur et essayer d'embarquer aussi la communauté médicale pour qu'elle les consciences des risques qu'on fait prendre à l'intégrité de nos données et des données médicales qui sont ce qu'on a sans doute quand même de plus précieux, à essayer de faire n'importe quoi, utiliser des biais qui ne sont pas normaux, mettre des choses sur les réseaux sociaux, sur des plateformes de vidéos partagées parce que c'est plus léger que le PAX, il ne faut pas le faire. Et un de ces exemples-là, on en a des centaines. Moi, je suis très sensible à ce qui a été dit sur cette espèce de passeport à utiliser. Aujourd'hui, le passeport, c'est la charte chez nous. La charte, personne ne la lit, tout le monde la signe. Cette charte, elle est peu contraignante. C'est-à-dire que quand vous trafiquez ou que vous contournez les règles de sécurité du système d'information, il ne se passe pas grand-chose. Or, on sait très bien les risques qu'on prend en matière de recherche, en matière de partage un peu sauvage de l'information, de branchement d'équipements qui ne sont normalement pas autorisés. Et je crois que ce serait un très bon vecteur. Alors, c'est très dur parce qu'il y a un turnover très important. Il y a des gens les internes arrivent tous les 6 mois, etc. Donc, on a des contraintes spécifiques à l'hôpital, mais c'est pas grave. Il faut qu'on essaye d'avoir cette culture, mais qu'il y ait au moins une formation d'adaptation à l'emploi, comme on le fait pour plein d'autres choses, qui nous permettent de dire attention, la sécurité de la donnée, ça part aussi de vous. C'est pas que les grands systèmes, les contrats, l'outsourcing de notre stratégie en matière de cybersécurité, mais la mobilisation de tous les acteurs, elle est extrêmement importante. C'est aussi important que la vaccination contre la grippe du personnel soignant, en fin de compte. C'est toujours une affaire de virus, et de virus qu'on promène de l'un endroit à un autre, en fin de compte. Et surtout, je crois que ce qui a beaucoup changé, c'est la nature quasi illimitée des effecteurs potentiels. C'est-à-dire que les vecteurs de contamination virale ou cybervirale, ils sont partout. Parce qu'au CHU de Nice, je crois qu'il y a plus d'adresses mail que d'agents. Il y a 10 000 adresses mail et il y a 6 000 agents. Ce qui veut dire que les machines ont des adresses et donc elles communiquent. Et on voit bien que le nombre de points d'entrée et le nombre de personnes qui manient ces points d'entrée, il est extrêmement important.
Et c'est pour ça qu'il faut vraiment descendre. C'est pas que la communauté médicale ou les chercheurs qui sont nos bons clients, parce que c'est des gens qu'il faut vraiment sensibiliser, mais ça descend sur le brancardier, sur les manips radio qui mettent une clé USB sur une console d'IRM. Enfin, il y a des choses qui se paraissent basiques, mais qui peuvent poser de gros problèmes. Très bien, merci pour cette présentation, pour la sensibilisation qu'on peut ressortir. En fin de compte, on avait ouvert la matinée sur les achats drivés par la gestion des risques. On a un nouvel exemple de la nécessité d'intégrer cette notion de risque dans les politiques achats, que ce soit évidemment des politiques achats qui se rapportent au système d'information ou à d'autres thématiques dès lors qu'il y a des applications du service qui permet effectivement de déployer des services complémentaires. Merci à vous, messieurs.